Imaginez-vous vous réveiller un matin et découvrir que chaque difficulté de votre vie, chaque malaise physique, chaque moment de confusion et de douleur découle d'une seule et horrible vérité, dont vous n'êtes même pas responsable. Vous réalisez que vos mains tremblantes, vos difficultés respiratoires, vos pensées embrouillées sont toutes liées à des décisions prises avant même votre naissance. Vos parents, obsédés par la pureté de votre lignée, vous ont condamné à une vie de souffrance. Vous découvrez que votre mère est votre cousine, votre père votre oncle, votre grand-mère votre grand-tante. L'arbre généalogique ne se ramifie pas, c'est une vigne tordue qui s'étouffe dans ses propres spirales. Vous n'êtes pas le fruit de l'amour, mais d'un programme de reproduction calculé pour préserver pouvoir et richesse, sans égard pour le coût humain. Ce n'est pas de la fiction. C'était la réalité pour d'innombrables femmes à travers l'histoire, prisonnières d'un destin génétique qu'elles n'avaient jamais choisi. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes, venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Pour comprendre l'histoire de ces femmes, il faut d'abord comprendre la logique tortueuse qui a engendré leur souffrance. Pendant des siècles, les membres de la royauté européenne ont cru que se marier au sein de leur propre lignée préserverait leur droit divin à régner. Ils considéraient leur sang bleu comme radicalement différent de celui des roturiers, plus pur, plus sacré, béni par Dieu lui-même. Cette pratique était si courante qu'au XVIe siècle, les familles royales européennes formaient un immense réseau interconnecté de cousins épousant leurs cousines, d'oncles épousant leurs nièces, et de frères et sœurs donnant naissance à des enfants qui allaient diriger des empires. Ce qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est qu'ils créaient un cauchemar génétique qui se répercuterait de génération en génération. La famille des Habsbourg d'Autriche et d'Espagne a perfectionné cet art de l'autodestruction. Leur devise familiale aurait tout aussi bien pu être « Laissez les autres faire la guerre, heureuse Autriche, mariez-vous ». Mais leur mariage n'était pas heureux, ce furent des désastres génétiques calculés qui ont donné naissance à certaines des figures les plus tragiques de l'histoire. Notre première histoire nous emmène à Vienne en 1634. Dans les couloirs ombragés de la Hofburg, naît une enfant qui ne connaîtra jamais un jour sans douleur. Marie-Anne d'Autriche vient au monde avec la malédiction des Habsbourg déjà inscrite dans ses gènes, fruit de générations de cousins épousant des cousines dans un arbre généalogique si complexe qu'il ressemble à un nœud coulant. Dès ses plus jeunes souvenirs, Maria-Anna sait qu'elle est différente. Tandis que les autres enfants courent et jouent, elle peine à marcher. Sa colonne vertébrale se courbe anormalement, la forçant à adopter une posture voûtée qui rend sa respiration difficile. Sa mâchoire est si saillante qu'elle peut à peine manger des aliments solides, les domestiques doivent couper sa viande en petits morceaux, et même dans ce cas, les repas deviennent une épreuve épuisante, faite de mastication et de déglutition minutieuse. Mais les difficultés physiques de Maria-Anna sont bien pâles face aux tourments psychologiques qu'elle ressent à comprendre pourquoi elle souffre. Elle grandit entourée des portraits de ses ancêtres, et dans chaque visage peint, elle retrouve des échos de ses propres difformités, ici, un oncle a la même mâchoire proéminente, là, une grand-mère a la même colonne vertébrale courbée. Elle réalise, avec la terrible lucidité qui n'accompagne que la souffrance, qu'elle n'est pas unique, elle est la dernière victime d'une longue série de catastrophes génétiques. Les médecins du palais, avec leurs saignées et leurs prières, ne peuvent apporter aucun soulagement. Ils murmurent entre eux la malédiction des Habsbourg, mais jamais en sa présence. Face à elle, ils évoquent des maladies mystérieuses et la volonté de Dieu, sans jamais admettre la vérité que tout le monde connaît mais que personne n'ose dire. Ces souffrances sont la conséquence directe de l'obsession de ses parents et grands-parents à préserver la pureté de leur lignée. Maria-Anna passe ses journées dans des pièces sombres, les rideaux tirés pour se cacher du monde et du monde. Elle apprend à lire avec avidité, son esprit vif est l'une des rares parties de son corps à fonctionner correctement. Dans les livres, elle découvre des mondes où les liens du sang importent peu, où l'on se marie par amour plutôt que par lignée, où les enfants ne naissent pas avec les péchés de leurs ancêtres gravés dans leurs os. Mais la réalité s'impose toujours. Les médecins du tribunal l'examinent régulièrement,
documentant ses malformations avec un recul clinique. Il mesure la courbure de sa colonne vertébrale, la protrusion de sa mâchoire, la faiblesse de ses membres. Elle devient non pas une personne, mais une étude de cas, un exemple vivant de ce qui se passe lorsque la génétique est défaillante. La solitude est peut-être pire que la douleur. Les prétendants potentiels aux tous ses cousins reculent à sa vue. Les négociations de mariage commencent et s'achèvent rapidement une fois son état connu. Elle reste célibataire, non par choix, mais par les circonstances. Même dans un monde où le mariage entre cousins est monnaie courante, ces malformations sont trop graves pour être ignorées. Maria Anna meurt jeune, à 32 ans, son corps cédant enfin au poids accumulé des dommages génétiques. Son certificat de décès mentionne diverses affections, mais la cause réelle n'est jamais précisée. Elle est morte parce que des générations de ses ancêtres ont préféré le pouvoir à l'humanité, la pureté à la compassion. De l'Autriche, notre histoire se poursuit en Espagne, où se trouve peut-être la figure la plus tragique de cette sombre tapisserie, Jeanne de Castille, connue dans l'histoire sous le nom de Juana la Loca, ou Jeanne la Folle. Née en 1479 d'Isabelle et de Ferdinand, les monarques catholiques qui expulsèrent les Juifs et les musulmans d'Espagne et financèrent les voyages de Colomb, Jeanne semblait promise à la grandeur. Au lieu de cela, elle devint un exemple édifiant quant au prix à payer pour préserver la pureté des lignées. La folie de Johanna n'était pas apparente dans son enfance. Elle était intelligente, instruite et parlait couramment plusieurs langues. Mais les germes de sa destruction étaient déjà inscrits dans ses gènes, ses parents étaient cousins, membres du même réseau interconnecté de royautés européennes qui se mariaient entre eux depuis des générations. Les premiers signes apparurent après son mariage avec Philippe le Bel de Bourgogne. Cette union, arrangée pour renforcer les alliances politiques, devint un champ de bataille psychologique. Philippe était infidèle et froidement manipulateur. La réaction de Jeanne à un amour intense et obsessionnel fut interprétée par d'autres comme de la folie. Mais était-ce folie, ou la réaction naturelle d'une femme prise au piège d'une situation impossible? Johanna avait été élevée dans la conviction que le mariage était sa vocation suprême, que procréer un héritier était son devoir sacré. Lorsque ce mariage devint une source constante d'humiliation et de souffrance, son esprit se brisa sous la pression. La véritable tragédie commença lorsque Philippe mourut subitement en 1506. Le chagrin de Jeanne se transforma en quelque chose de plus sombre, de plus obsessionnel. Elle refusa son enterrement, voyageant à travers l'Espagne avec son cercueil et l'ouvrant régulièrement pour embrasser son corps en décomposition. L'image est horrifiante, mais elle révèle une vérité plus profonde sur son état. Elle avait été si isolée, si privée de véritables relations humaines, que même la mort n'avait pu briser son attachement à la seule personne qui lui avait témoigné de l'attention. Malgré leur cruauté, son père Ferdinand, puis son fils Charles Quint, prétextèrent sa prétendue folie pour l'enfermer pendant 46 ans. Johanna vivait confinée au couvent royal de Santa Clara à Tordesillas. Les conditions étaient déplorables, chambre sombre et froide, nourriture minimale, hygiène dénuée de tout élément élémentaire. Ses assistantes rapportaient qu'elle passait des semaines sans se laver, qu'elle déchirait ses vêtements en lambeaux et qu'elle hurlait pendant des heures. Mais la question cruciale se pose, Johanna était-elle vraiment folle, ou les circonstances l'ont-elles poussée à la folie? Les historiens modernes sont de plus en plus nombreux à penser que sa folie était en grande partie politique, un prétexte commode pour destituer une reine légitime. Son comportement, bien qu'extrême, peut être interprété comme la réaction naturelle d'une personne souffrant de dépression sévère, d'anxiété et de stress post-traumatique, exacerbée par des décennies d'isolement et de maltraitance. La composante génétique est incontournable. L'arbre généalogique de Johanna révèle des schémas clairs de troubles mentaux aux dépressions et anxiété ou qui deviennent plus fréquents et plus graves avec la consanguinité. Son arrière-grand-mère a connu des épisodes similaires, sa fille Catherine présentera plus tard des signes de dépression sévère. Ce schéma était évident pour quiconque voulait bien le constater. Jeanne mourut en 1555, toujours emprisonnée, toujours officiellement folle. Sa mort fut à peine mentionnée. Elle avait été effacée de la mémoire collective des décennies plus tôt, considérée comme une folle gênante plutôt que reconnue comme la victime d'un système qui privilégiait les avantages politiques au détriment du bien-être humain.
Notre histoire suivante se déroule dans les salles dorées de la cour espagnole, où une petite fille nommée Marguerite Thérèse porte le poids de l'Empire dans son corps frêle. Née en 1651, elle est la fille de Philippe IV d'Espagne et de sa nièce, Marianne d'Autriche. Oui, sa nièce, car à cette époque, la famille des Habsbourg était devenue si consanguine que les oncles épousaient régulièrement les filles de leurs frères, sans que personne n'y voie d'anomalie. L'enfance de Marguerite Thérèse est retracée avec une précision exquise à travers les tableaux de Diego Velázquez, peintre de la cour des rois d'Espagne. Dans ses chefs-d'œuvre, on voit une enfant qui devrait jouer à la poupée, mais qui est en réalité vêtue de robes de cour raffinées. Son petit visage porte déjà les signes révélateurs d'une altération génétique des Habsbourg, sa mâchoire légèrement proéminente, laissant présager de graves malformations qui s'accentueraient avec l'âge, son regard lointain, presque vide, témoigne de retard de développement, sa posture, même enfant, évoque les problèmes de colonne vertébrale qui ont affligé sa famille. Mais l'aspect le plus tragique de l'histoire de Marguerite Thérèse n'est pas sa condition physique, mais son manque total de maîtrise de sa vie. Dès sa naissance, chaque décision concernant son avenir est prise par des hommes qui la considèrent non pas comme une personne, mais comme un instrument politique. Elle est promise en mariage à son oncle, Léopold Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. Ses fiançailles sont célébrées dans toute l'Europe comme un triomphe diplomatique, sans que personne ne s'attarde sur ce qu'elle signifie pour l'enfant qui en est le centre. Marguerite Thérèse grandit en sachant que son seul but est d'épouser son oncle et de donner naissance à des héritiers pour perpétuer la lignée des Habsbourg. Elle reçoit la meilleure éducation possible pour les femmes de son époque, apprentissage des langues, de la musique et de l'étiquette, mais ses propres espoirs et désirs sont sans importance. Devenue princesse en titre, elle est en réalité prisonnière. Sa brève existence où elle meurt à 18 ans après avoir donné naissance à plusieurs enfants témoigne du coût humain d'un système qui privilégiait la continuité dynastique au bien-être individuel. Du mercure, du plomb et d'autres substances toxiques qui tuaient souvent la femme et risquaient de la tuer. Les conséquences d'une grossesse non désirée étaient graves. Dans un monde sans contraception fiable, les femmes étaient constamment menacées de mort en couche. Les taux de mortalité maternelle étaient effarants. Une femme sur 3 mourait pendant ou peu après l'accouchement. Pour les femmes célibataires, la grossesse signifiait souvent la destruction sociale, l'exil ou la mort. L'infanticide, bien qu'officiellement condamné, était largement perçu comme le dernier recours des femmes désespérées. Au Moyen Âge, les négociations matrimoniales se déroulaient comme des campagnes militaires, les corps constituant le principal champ de bataille. Lorsque le père de Margot arrangea son mariage avec Henrik, sa virginité constituait littéralement sa dot, plus précieuse que l'or ou le bétail qu'il pouvait offrir. L'hymen devint une monnaie d'honneur, échangée entre les familles comme preuve de la pureté de leurs filles et de leur propre réputation. La nuit de noces ne se limitait pas à la consommation, c'était la vérification publique de la virginité de la mariée. Les draps ensanglantés étaient exposés à la foule assemblée comme preuve de la légitimité du mariage. En l'absence de sang, la mariée pouvait être renvoyée dans sa famille en disgrâce, stigmatisée comme voire tuée pour fraude. La pression exercée sur les jeunes mariés était énorme. Certains se piquaient secrètement les doigts ou cachaient du sang de poulet pour falsifier les preuves exigées par leur nouvelle famille. Mais la compréhension de la virginité par la médecine médiévale était profondément erronée. Ils croyaient que l'hymen était une membrane solide obstruant complètement l'ouverture vaginale, plutôt que le tissu partiel et flexible qu'il est réellement. Ils pensaient que son absence était la preuve absolue d'une activité sexuelle, alors qu'en réalité, il peut être déchiré par l'équitation, le port de charges lourdes ou simplement par une variation naturelle de l'anatomie. La doctrine de la consommation du mariage de l'Église a donné lieu à des pratiques étranges. Un mariage n'était considéré comme juridiquement contraignant qu'après un rapport sexuel, ce qui signifiait que prouver ou réfuter la consommation relevait d'une enquête judiciaire. Les tribunaux ecclésiastiques interrogeaient le mari et la femme, les interrogeant séparément sur les détails intimes de leur nuit de noces. Ils inspectaient le corps de la femme à la recherche de traces de pénétration et interrogeaient les voisins sur ce qu'ils avaient entendu à travers les murs. Les positions sexuelles médiévales étaient strictement réglementées par la doctrine de l'Église, mais la réalité était bien plus complexe.
La position du missionnaire n'était pas seulement privilégiée, c'était la seule position qui ne condamnait pas l'âme à l'enfer. L'Église enseignait que toute position plaçant la femme au-dessus était contre nature, car elle violait l'ordre naturel de la domination masculine. L'entrée par derrière était considérée comme bestiale, liant la sexualité humaine aux pratiques d'accouplement des animaux. Pourtant, la littérature médiévale laisse entrevoir une réalité plus complexe. Les fabliaux et les contes comiques grivois, populaires dans la France médiévale, décrivent des rencontres sexuelles qui auraient scandalisé les autorités ecclésiastiques. Ces histoires, souvent racontées par des ménestrels itinérants dans les tavernes et sur les places de marché, révèlent un monde obscur où les couples expérimentaient des pratiques interdites malgré la menace de la damnation éternelle. Le poète français Andreas Capellanu, écrivant vers 1184 après Jésus-Christ, décrit des rituels de cour élaborés, comprenant des instructions détaillées sur les positions et techniques sexuelles. Son œuvre suggère qu'au moins parmi la noblesse, il existait une compréhension sophistiquée du plaisir sexuel qui allait bien au-delà des enseignements restrictifs de l'Église. Cependant, ces pratiques étaient des secrets dangereux. Leur découverte pouvait entraîner l'excommunication, l'exil ou la mort. Les gens du Moyen Âge vivaient dans la terreur des démons sexuels, soupçonnés de s'attaquer aux humains dans leurs moments les plus vulnérables. La succube et l'incube n'étaient pas seulement un mythe, ils étaient des faits médicaux et théologiques reconnus. Les autorités ecclésiastiques enseignaient que ces démons pouvaient prendre forme humaine pour séduire hommes et femmes, leur volant leur force vitale par le biais de rapports sexuels. La succube, un démon féminin qui séduisait les hommes, était accusée d'être responsable des émissions nocturnes, des rêves sexuels et de toute pensée sexuelle hors mariage. Les théologiens médiévaux ont élaboré des théories élaborées sur le fonctionnement de ces démons. Ils pensaient qu'un démon pouvait d'abord prendre forme féminine pour recueillir le sperme d'un homme, puis se transformer en homme pour féconder une femme avec la semence volée. Tout enfant né d'une telle union était considéré comme maudit ou démoniaque. L'incube représentait une menace encore plus grande pour les femmes médiévales. Ces démons mâles étaient réputés physiquement plus forts que les humains et capables de maîtriser leurs victimes. Les femmes qui rapportaient des rêves ou des expériences sexuelles inexplicables étaient souvent accusées de fréquenter des démons. La frontière entre victime et sorcière était terriblement ténue. La paralysie du sommeil, aujourd'hui considérée comme un phénomène neurologique, était interprétée comme une agression sexuelle démoniaque. Les hommes et les femmes qui se réveillaient incapables de bouger ou souvent avec une sensation de pression sur la poitrine étaient considérés comme victimes d'une attaque démoniaque. L'Église prescrivait des rituels élaborés d'exorcisme et de purification, mais de nombreuses victimes présumées étaient brûlées comme sorcières. La conception médiévale des menstruations était ancrée dans la terreur et la superstition qui perdurèrent pendant des siècles. Le sang menstruel était considéré comme un poison, si toxique qu'il pouvait détruire les récoltes, aigrir le vin et faire perdre leur virilité aux hommes. Le naturaliste romain Pline l'Ancien, dont les œuvres étaient encore étudiées dans les universités médiévales, affirmait que le sang menstruel pouvait rendre les chiens fous et rendre les couteaux moins tranchants. Les femmes, pendant leur menstruation, étaient considérées comme des polluantes dangereuses qui devaient être isolées de la société. Elles ne pouvaient pas entrer dans les églises, préparer à manger ou toucher des objets sacrés. Dans de nombreux villages, les femmes menstruées étaient contraintes de vivre dans des huttes spéciales, à l'extérieur de la communauté, jusqu'à ce que leur saignement cesse. L'Église enseignait que les menstruations étaient la punition divine pour le péché originel d'Ève, faisant de chaque cycle menstruel un rappel de la honte féminine. Le manque de compréhension des menstruations a donné lieu à des pratiques médicales étranges. Les médecins pensaient que le sang menstruel mal évacué s'accumulait et empoisonnait la femme de l'intérieur. Ils prescrivaient des saignées, des purges et d'autres traitements dangereux pour équilibrer les humeurs féminines. Certains médecins recommandaient les rapports sexuels comme remède aux troubles menstruels, estimant que la semence masculine pouvait neutraliser les effets toxiques du sang menstruel. Les femmes du Moyen Âge ont développé leur propre savoir secret sur la gestion de leur cycle. Elles utilisaient de la mousse, des chiffons et des peaux de mouton comme protection menstruelle primitive. Elles suivaient leur cycle selon les phases lunaires et développaient des remèdes à base de plantes pour soulager les crampes et réguler leur flux. Ce savoir s'est transmis de génération en génération,
soigneusement caché aux médecins et aux autorités ecclésiastiques qui auraient pu le condamner comme de la sorcellerie. L'époque médiévale a vu l'essor de théories élaborées sur la compatibilité sexuelle, fondées sur les signes astrologiques, les humeurs corporelles et les caractéristiques physiques. Les médecins médiévaux croyaient que le plaisir sexuel et la fertilité dépendaient du juste équilibre entre les humeurs chaudes et froides, humides et sèches, des deux partenaires. Un mari ardent pouvait être incompatible avec une épouse froide, entraînant dysfonctionnement sexuel et stérilité. L'examen physique des futurs époux était courant dans les familles aisées. Les médecins examinaient le corps de la mariée à la recherche de signes de son tempérament sexuel. Des hanches larges indiquaient la fertilité, tandis que des hanches étroites suggéraient la stérilité. La taille et la forme du pénis du marié étaient analysées pour vérifier sa compatibilité avec sa future épouse. Ces examens étaient effectués avec le même détachement clinique que celui utilisé pour l'examen du bétail. Les autorités ecclésiastiques élaborèrent leurs propres théories sur la compatibilité sexuelle, fondées sur des caractéristiques spirituelles plutôt que physiques. Elles enseignaient que les couples trop étroitement apparentés ou par le sang ou par la parenté spirituelle seraient condamnés à des dysfonctionnements sexuels et à des enfants monstrueux. Les règles complexes de la consanguinité impliquèrent que de nombreux mariages médiévaux furent ultérieurement annulés lorsque des liens familiaux jusque-là inconnus furent découverts. La sexualité médiévale était intimement liée aux notions d'honneur, de honte et de statut social. Les prouesses sexuelles d'un homme étaient directement liées à sa réputation de guerrier et de chef. L'impuissance n'était pas seulement un défaut personnel, c'était une humiliation publique susceptible de ruiner la réputation d'un homme au sein de sa communauté. Les Français médiévaux ont développé des euphémismes élaborés pour désigner les dysfonctionnements sexuels, créant un vocabulaire de la honte qui imprégnait tous les aspects des interactions sociales. Pour les femmes, la réputation sexuelle était encore plus fragile. Le moindre soupçon d'inconvenance pouvait ruiner leur perspective de mariage et l'honneur de leur famille. Les villes médiévales étaient de petites communautés où chacun savait ce qui se passait. Une femme vue en train de parler à un homme qui n'était ni son mari ni un parent pouvait être taxée de. Les normes de comportement féminine étaient si restrictives que même les femmes mariées vivaient dans la peur constante des ragots et des accusations. Le système juridique médiéval reflétait ces angoisses sexuelles dans son traitement du viol, de l'adultère et des agressions sexuelles. Le viol n'était pas défini comme un crime contre la femme, mais comme un crime contre l'homme qui la possédait, son père, son mari ou son seigneur. La peine pour viol variait considérablement selon le statut social de la victime et de l'agresseur. Un noble qui violait une paysanne pouvait payer une petite amende, tandis qu'un paysan qui violait une noble risquait la torture et la mort. L'adultère était puni encore plus sévèrement, mais uniquement pour les femmes. Une femme mariée qui avait des relations sexuelles avec un homme autre que son mari pouvait être tuée par son mari sans conséquences juridiques. Les codes juridiques médiévaux accordaient expressément aux maris le droit d'assassiner leurs épouses adultères et leurs amantes s'ils étaient pris en flagrant délit. Les hommes, en revanche, étaient généralement libres d'avoir des relations sexuelles avec des femmes célibataires, des prostituées ou leurs propres domestiques sans conséquences juridiques. L'époque médiévale a vu le développement de rituels de cour élaborés qui allaient influencer la culture européenne pendant des siècles. La tradition de l'amour courtois, popularisée par la poésie des troubadours, a créé un monde parallèle où le désir sexuel était élevé au rang de quête spirituelle. Ces idéaux romantiques étaient avant tout un fantasme littéraire apprécié par la noblesse, mais ils ont profondément influencé la façon dont les gens du Moyen Âge concevaient la relation entre amour et sexualité. La tradition de l'amour courtois enseignait que le véritable amour ne pouvait exister qu'en dehors du mariage. La dévotion d'un chevalier envers sa dame était censée rester éternellement inassouvie, subsistant dans un état de désir constant qui purifiait l'âme par la souffrance. Cela a créé une étrange séparation entre la sexualité conjugale, purement fonctionnelle, et l'amour romantique, purement spirituel. La réalité des fréquentations médiévales était bien plus pragmatique. Dans la paysannerie, les jeunes pouvaient choisir leur conjoint, mais les considérations économiques priment toujours sur les préférences personnelles. Une villageoise pouvait préférer le fils du forgeron, mais si le meunier offrait de meilleures conditions à son père, elle se retrouvait mariée à un homme qu'elle connaissait à peine. Les pratiques de fiançailles médiévales comprenaient des rituels destinés à tester la compatibilité des futurs époux.
Dans certaines régions, les fiancés étaient autorisés à dormir ensemble, habillés, séparés par une planche de bois appelée planche de liage. Cette pratique permettait aux familles d'évaluer la compatibilité physique du couple sans risquer une grossesse ni enfreindre la doctrine de l'Église concernant les relations sexuelles avant le mariage. L'époque médiévale a hérité d'une tradition complexe de magie sexuelle et de rituels de fertilité des cultures païennes antérieures. Ces pratiques ont été repoussées dans la clandestinité par la persécution chrétienne, mais n'ont jamais complètement disparu. Les paysans médiévaux ont continué à pratiquer d'anciens rituels de fertilité, souvent déguisés en célébrations chrétiennes ou intégrés à la médecine populaire. La célébration du 1er mai a conservé une forte connotation sexuelle malgré les tentatives de l'Église pour la réprimer. Les jeunes passaient la nuit dans la forêt, cueillant ostensiblement des fleurs et des branches pour décorer le village. En réalité, le 1er mai était l'occasion d'expérimentations sexuelles et de rencontres amoureuses en dehors des contraintes habituelles de la vie villageoise. De nombreuses grossesses étaient censées résulter de rencontres le 1er mai, ce qui a entraîné une forte augmentation des naissances en février. Les célébrations de mariage comprenaient de nombreux rituels de fertilité destinés à assurer la réussite reproductive du couple. La mariée pouvait être aspergée de céréales ou de noix pour favoriser la grossesse. Le lit conjugal était béni d'eau bénite, mais aussi préparé en secret avec des herbes et des charmes censés améliorer la fertilité. Ces pratiques représentaient une tentative désespérée de contrôler la reproduction dans un monde où la mortalité infantile était dévastatrice et où la survie des familles dépendait de la naissance d'enfants en bonne santé. La conception médiévale était un étrange mélange de philosophie aristotélicienne, de doctrine chrétienne et de sagesse populaire. Les médecins médiévaux croyaient que les hommes et les femmes produisaient des spermatozoïdes qui, combinés lors des rapports sexuels, donnaient naissance à une nouvelle vie. Ils enseignaient que l'orgasme féminin était nécessaire à la conception, ce qui a donné naissance à la croyance tragique selon laquelle les femmes enceintes après un viol devaient apprécier l'expérience. Les peuples médiévaux élaborèrent des théories élaborées sur la manière d'influencer le sexe des enfants à naître. Ils croyaient que la conception pendant certaines phases de la lune donnait naissance à des enfants de sexe masculin, tandis que d'autres phases donnaient naissance à des enfants de sexe féminin. La position des étoiles au moment de la conception était censée influencer non seulement le sexe de l'enfant, mais aussi sa personnalité et ses perspectives d'avenir. L'époque médiévale a vu le développement de méthodes de plus en plus sophistiquées de contrôle et de surveillance sexuelle. L'Église a mis en place des réseaux d'informateurs qui rapportaient la vie privée de leurs voisins. La confession est devenue un outil permettant de recueillir des détails intimes sur les pratiques sexuelles, les prêtres interrogeant les pénitents sur leurs moments les plus intimes. L'essor de l'Inquisition au XIIIe siècle a entraîné une intensification des persécutions sexuelles. Les hérétiques présumés étaient torturés pour avouer non seulement leurs croyances religieuses, mais aussi leurs pratiques sexuelles. Les manuels d'interrogatoire utilisés par les inquisiteurs comprenaient des questions détaillées sur les positions sexuelles, la fréquence des rapports et même les sensations physiques ressenties pendant les rapports. Les prisons médiévales prévoyaient des châtiments spéciaux pour les crimes sexuels. Les femmes reconnues coupables d'adultère pouvaient être enfermées dans des cages si exiguës qu'elles ne pouvaient se tenir debout, nourries uniquement de pain et d'eau jusqu'à leur mort de faim. Les hommes reconnus coupables de viol pouvaient être castrés en public avant d'être pendus. Ces châtiments extrêmes visaient non seulement à punir les coupables, mais aussi à terroriser la communauté entière pour la contraindre à la soumission sexuelle. L'époque médiévale a produit une abondante littérature de conseils et d'instructions sexuelles, bien que la plupart de ces informations soient restées cachées au grand public. Les textes médicaux comprenaient des descriptions détaillées des positions et techniques sexuelles, mais celles-ci n'étaient accessibles qu'aux médecins instruits et aux riches mécènes. L'homme moyen du Moyen Âge apprenait la sexualité par des conversations chuchotées, des chansons folkloriques et par l'expérience amère des essais et des erreurs. L'Église produisait sa propre littérature sexuelle, mais celle-ci s'intéressait avant tout à répertorier les péchés plutôt qu'à fournir des conseils positifs. Les manuels de pénitence recensaient des centaines de pratiques sexuelles et les châtiments correspondants. Ces textes révèlent une fascination pour les détails sexuels qui contredit la position officielle de l'Église sur le célibat et la pureté. Les manuels matrimoniaux médiévaux, rédigés à l'intention des riches mécènes, offrent un aperçu de la vie sexuelle de la noblesse.
Ces textes dispensaient des conseils sur tous les sujets, des techniques de la nuit de noces à la gestion des relations sexuelles pendant la grossesse. Ils révèlent une compréhension sophistiquée du plaisir sexuel, caché au grand public, mais manifestement pratiqué par ceux qui pouvaient se permettre intimité et discrétion. L'époque médiévale a vu le développement de méthodes de plus en plus élaborées de punition et de contrôle sexuel. La ceinture de chasteté, bien que probablement moins courante que ne le suggère la culture populaire, représente les mesures extrêmes prises par certains peuples médiévaux pour contrôler la sexualité féminine. Ces dispositifs n'étaient pas de simples contraintes physiques, mais des symboles de la terreur qui entourait l'autonomie sexuelle féminine. Les bordels médiévaux étaient à la fois légaux et illégaux. L'Église condamnait officiellement la prostitution, mais les autorités laïques la réglementaient souvent et l'autorisaient. Les villes médiévales possédaient des quartiers réservés où les prostituées travaillaient sous la supervision du gouvernement. Ces femmes étaient tenues de porter une tenue vestimentaire distinctive, de vivre dans des zones désignées et de se soumettre à des examens médicaux réguliers. L'époque médiévale a donné naissance à certaines des coutumes sexuelles les plus étranges de l'histoire européenne. Le « droit du seigneur » aurait donné aux seigneurs féodaux le droit d'avoir des relations sexuelles avec leurs épouses paysannes lors de leur nuit de noces. Si les historiens débattent de l'existence réelle de cette pratique, sa simple hypothèse révèle la vulnérabilité sexuelle absolue des paysannes médiévales. Au Moyen Âge, on croyait que les pratiques sexuelles pouvaient influencer tout, du climat à la réussite des campagnes militaires. Rois et nobles consultaient les astrologues pour connaître le moment le plus propice aux rapports sexuels, convaincus que les forces cosmiques présentes lors de la conception influenceraient le destin de leurs enfants. Les commandants de l'armée pouvaient ordonner à leurs soldats de s'abstenir de relations sexuelles avant le combat, estimant que l'activité sexuelle épuiserait leur vigueur martiale. Les communautés villageoises développèrent des systèmes élaborés de pression sociale destinés à réguler les comportements sexuels. Les jeunes étaient rarement autorisés à être seuls ensemble, et les couples mariés étaient censés mener leur vie intime selon les normes communautaires. La conception médiévale du plaisir sexuel était profondément influencée par les enseignements religieux sur la nature de l'âme et du corps. L'Église enseignait que le plaisir sexuel était un piège tendu par le diable pour détourner les humains de la contemplation spirituelle. Même au sein du mariage, un plaisir sexuel excessif était considéré comme un péché susceptible de condamner l'âme à l'enfer. Les hommes médiévaux développèrent des techniques élaborées pour gérer leurs désirs sexuels et contrôler leur corps. Le jeûne, les bains froids et la mortification physique étaient utilisés pour réprimer les pulsions sexuelles. On enseignait aux jeunes à éviter les situations susceptibles de provoquer une excitation sexuelle, notamment certains aliments, la musique et les divertissements. Malgré les tentatives de l'Église pour contrôler la sexualité humaine, une vaste culture souterraine de transgression et de rébellion sexuelle persistait. Les peuples médiévaux trouvaient des moyens d'exprimer leurs désirs et de rechercher le plaisir, créant ainsi un monde parallèle de rébellion sexuelle, parallèle à la culture officielle de répression et de contrôle. La sexualité médiévale était façonnée par des considérations pratiques que les gens modernes prennent rarement en compte. Le manque d'intimité dans les maisons médiévales signifiait que les rapports sexuels se déroulaient souvent dans des espaces partagés avec les enfants, les domestiques et les membres de la famille élargie. Les sons et les odeurs liés à l'activité sexuelle faisaient partie du quotidien d'une manière qui choquerait les sensibilités modernes. L'époque médiévale a vu se développer des relations de plus en plus complexes entre sexualité et classe sociale. Les privilèges sexuels de la noblesse s'inscrivaient dans un modèle plus large de domination sociale. Seigneurs et dames avaient accès à des chambres privées, à des mets exotiques et à des loisirs qui leur permettaient d'explorer le plaisir sexuel d'une manière inaccessible aux paysans. Le mariage médiéval était avant tout une question de survie plutôt que d'amour ou de satisfaction sexuelle. Dans un monde où l'espérance de vie était courte et la mortalité infantile élevée, le but premier du mariage était de produire des enfants capables de perpétuer le nom de la famille et de travailler la terre. Le plaisir sexuel était au mieux une considération secondaire et souvent perçu comme une dangereuse distraction par rapport à des préoccupations plus importantes. La période médiévale a donné naissance à certaines des coutumes sexuelles les plus restrictives de l'histoire européenne, mais elle a également vu le développement de formes sophistiquées de résistance et de rébellion sexuelle.
les hommes du Moyen Âge ont trouvé des moyens de rechercher le plaisir et d'exprimer leurs désirs malgré la pression sociale écrasante qui les contraignait à se conformer aux attentes religieuses et sociales. En retrouvant Margot dans sa maison de pierre, les mains d'Henrik toujours tendues vers elle à la lueur vacillante des bougies, nous comprenons sa terreur non seulement comme une peur personnelle, mais comme le poids des angoisses sexuelles de toute une culture pesant sur ses jeunes épaules. Elle porte le fardeau de la doctrine religieuse, de l'honneur familial, de la surveillance de la communauté et de son propre désir désespéré de survie dans un monde qui ne lui offre aucune protection. La période médiévale nous rappelle que la sexualité humaine a toujours été façonnée par le pouvoir, la peur et le contrôle social. Les pratiques et croyances étranges des peuples médiévaux nous semblent aujourd'hui étrangères, mais elles sont issues des mêmes besoins et désirs humains fondamentaux qui animent le comportement sexuel à chaque époque. Comprendre la sexualité médiévale nous aide à comprendre comment notre propre culture sexuelle reflète les structures de pouvoir et les angoisses sociales de notre époque. L'intimité médiévale n'était jamais véritablement intime. Elle était toujours publique, toujours politique, toujours dangereuse. La chambre à coucher était un champ de bataille où les âmes se gagnaient et se perdaient, où l'honneur familial était défendu ou détruit, où les moments les plus intimes de la vie humaine étaient régis par des règles qui semblaient conçues pour éliminer le plaisir et maximiser la souffrance. Pourtant, la période médiévale révèle aussi l'incroyable résilience du désir sexuel humain. Malgré des siècles de persécutions religieuses, de contrôle social et de sanctions légales, les hommes du Moyen Âge ont trouvé des moyens de rechercher l'amour, le plaisir et les relations intimes. Leur récit nous rappelle que la sexualité est l'un des aspects les plus fondamentaux de l'expérience humaine, trop puissante pour être entièrement contrôlée par un quelconque système d'autorité. Les pratiques sexuelles étranges et souvent dérangeantes de l'Europe médiévale n'étaient pas simplement le fruit de l'ignorance ou de la superstition. Elles résultaient d'une interaction complexe entre doctrines religieuses, structures sociales, nécessités économiques et véritables besoins humains. Comprendre ces pratiques nous aide à mesurer le chemin parcouru et à comprendre combien de tensions sous-jacentes continuent de façonner la sexualité humaine aujourd'hui. En fin de compte, la période médiévale nous enseigne que la sexualité est toujours politique, toujours dangereuse et toujours essentielle à l'expérience humaine. Les pratiques intimes étranges des hommes du Moyen Âge étaient leur tentative de naviguer entre les tensions éternelles entre désir et contrôle, plaisir et danger, amour et survie. Leur lutte nous rappelle que la quête de liberté sexuelle et d'intimité authentique n'est pas une invention moderne, mais une aspiration humaine ancestrale qui transcende tout moment historique particulier. La lueur des bougies scintille encore sur le visage buriné d'Henrik tandis qu'il tend la main vers la jeune Margot. Nous comprenons désormais que ce moment porte tout le poids de la culture sexuelle médiévale, la peur, la superstition, l'espoir désespéré de survie et l'éternel désir humain de connexion malgré l'impossible.